Bonsoir à tous, dans quelques jours, le 18 novembre, ce sera la Ferme Festival à la ferme du Biérot de Louvain-la-Neuve, un festival qui met en lumière la musique alternative. Mais la musique alternative, eh bien, qu'est-ce que c'est? Qui la produit? Comment? Pour qui? Nous allons essayer de répondre à ces questions pendant un petit peu plus de 25 minutes avec nos invités. Jonathan Buscarlet. Bonjour. L'organisateur de la Ferme Festival. Didier Gosset, fondateur du label bruxellois Black Basset Records. Bonjour. Pablo Fleury, chargé de com pour Court-Circuit ASBL et aussi musicien du groupe Rince-Doigt. Et enfin Benjamin Scos, que l'on connaît mieux, que l'on a mieux connu à une époque sous le pseudo Miam Monster Miam, également à l'origine du label Freaksville Records. Merci à tous d'être présents. La première question qu'on a envie de se poser quand on évoque la musique alternative, finalement, qu'est-ce que c'est et surtout alternative à quoi, Jonathan Buscarlet? Mais pour moi, je pense qu'il y a autant de définitions de la musique alternative que de personnes qu'on va voir ce soir. Je pense que la manière la plus simple de définir la musique alternative, c'est une musique qu'on n'entend pas habituellement dans les médias traditionnels publics. Et donc voilà, le but du jeu, c'est de trouver une esthétique qui va permettre d'aller un peu plus loin, de chercher un peu plus profond. Voilà. Même définition, Benjamin? Oui, plus ou moins. Moi, je parlerais quand même d'une musique qui est quand même assez excitante, parce qu'elle elle brise un peu les formats aussi et les codes. Elle mute un peu les genres. Donc moi, la musique alternative, pour moi, c'est ça qui apporte le style. C'est une musique qui explore, quoi, voilà. Je dirais ça, de l'exploration musicale, quoi. Oui, pas de code, Pablo, dans la musique alternative, c'est bien ça? C'est un peu ce qui peut la définir de base? En tout cas, une certaine volonté de connaître les règles pour les dépasser. Donc sans doute briser les codes, que ce soit dans la composition, que ce soit dans la façon de présenter ces morceaux, de les diffuser, etc., quoi. Didier Gosset, vous rejoignez vos confrères ici? Je pense que c'est là, on est dans l'idée, on est loin des masses médias, on est loin des formats classiques. On est un petit peu dans la cuisine, le laboratoire musical où se préparent sans doute beaucoup des choses qui exploseront demain. Est-ce qu'on se revendique de la musique alternative? Benjamin, justement, vous qui avez produit énormément d'albums, qui êtes passé par plein de projets, plein de styles différents, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, voilà, moi je fais de la musique alternative? Pas spécialement, mais c'est vrai que avec ma boîte Freaksville Musique, et on distribue beaucoup de musique alternative, c'est même essentiellement notre catalogue et tout ça. Et puis on a aussi Radio Rectangle, qui elle promo, comment ça veut dire, excusez-moi, fait pas mal de promotion de cette musique. En fait, moi, j'aperçois en tout cas que dans tous ces groupes qu'on distribue, il y a le côté qui découle du punk, en fait, qui est le côté do it yourself. Donc, c'est des groupes en fait où les gens qui gravitent autour, c'est cette excitation à faire de la musique, et c'est ça qui prime avant tout. C'est créer quelque chose, donner de l'énergie. Moi, je pense que c'est ça la force en tout cas, le poids commun de tous ces projets qui apporte le style, quoi. Ouais, on va en reparler justement de toutes ces caractéristiques pendant ces 20 et des minutes. Pablo Fleury, Rince-Doigt, on se revendique aussi de la scène alternative? Oui, effectivement, de par ce qu'on écoute, de ce qu'on fait, c'est un choix logique en fait. La revendication se fait vraiment naturellement. C'est pas forcément une étiquette qu'on veut nous-mêmes s'imposer ou quoi, mais le fait de jouer une musique qui n'a pas vocation à être commerciale, qui a des formats musicaux différents. Qui ne rentrent pas dans des cases, finalement. Qui ne rentrent pas dans des cases. Le fait de ne pas avoir de chant non plus. Quand on écoute la radio, combien d'artistes on entend purement instrumentaux? Pas beaucoup, je pense. Donc tout ça, ce sont des choix esthétiques, mais de ces choix esthétiques découle finalement un circuit, un réseau dans lequel on s'insère naturellement. Didier Gosset, est-ce qu'il y a aussi une question de valeur, de philosophie derrière la scène alternative, une forme d'engagement? Je pense très clairement. Si je prends mon expérience avec le label, voilà, on s'est lancé sur un très petit budget avec des projets musicaux dont on savait dès le début qu'il y avait très peu de chances qu'ils attirent l'attention des médias majeurs. Or, à l'heure actuelle, on
on sait très bien que pour atteindre rapidement un certain niveau de succès, voilà, il faut une couverture médiatique très, très importante. Donc de par ce choix, quelque part, voilà, on s'est lancé sur une certaine éthique, sur un certain choix qui représente certaines valeurs, tout en sachant qu'il pouvait potentiellement nous fermer les portes aussi, mais qui restait en accord avec nos désirs de base. Pablo, vous vous reconnaissez dans ces valeurs-là? Tout à fait. Comme je disais, à partir du moment où on ne veut pas forcément faire une musique qui se veut mainstream, qui se veut grand public ou quoi, et à partir du moment où les personnes, donc comme les label managers comme Didier, font pas forcément ça dans un esprit commercial, donc en se disant je vais travailler avec cet artiste parce que je peux me faire de l'argent avec. Et à partir du moment où le désir de collaboration vient du goût de la musique avant tout, je pense que c'est aussi ça, c'est cette force de ces réseaux alternatifs. C'est vraiment le fait que ce soit les artistes ou les personnes qui travaillent autour le font par passion de la musique. Jonathan, les groupes qui viennent à la ferme depuis 5 ans maintenant, vous sentez qu'ils ont justement cette fibre-là? Oui, je pense que le terme de passion est vraiment le premier auquel la musique alternative me fait penser. C'est vraiment des gens qui se dévouent corps et âme à un hobby et qui sont prêts à le faire de manière peut-être pas gratuite, mais en tout cas avec peu de retombées financières. Et effectivement, dans les groupes qui sont programmés au Festival de la Ferme depuis les débuts, sont des groupes qui, comme ça, naviguent dans des réseaux un peu underground. Ils ne sont pas beaucoup entendus à la télé, à la radio. Évidemment, il y a toujours des radios indépendantes, des télévisions indépendantes qui font un travail de recherche intéressant. Mais donc voilà, ils naviguent dans ces sphères un peu moins connues et ça leur convient quand même. Oui, Benjamin, vous avez tourné en national sur les radios, etc. Mais ce n'est pas la finalité non plus. Vous aviez envie d'explorer d'autres pistes, d'autres genres musicaux tout au long de votre carrière aussi? Oui, et puis par rapport, nous, aux artistes aussi qu'on distribue, enfin aux labels qu'on distribue, dont Black Basset d'ailleurs justement, mais d'autres comme Lug Records. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui... Ça n'a pas changé en fait. Il y a l'ancrage local des groupes, du label, quand même être installé dans une région, le réseau des Cool Titres là, puis il y a l'aspect global maintenant aussi. Avant, à l'époque du punk, ou on va dire plutôt du post-punk, etc., c'était un réseau de cassettes, de vente VPC, on appelle du mail order. Maintenant, ça s'est digitalisé, et ça prend vraiment une ampleur très forte, mais les deux sont toujours là, c'est-à-dire que les groupes qui jouent, on voit, il y a le retour aussi à des petits lieux, maintenant, ça se développe, comme il y a le retour à des petits restaurants, à des petits bars, etc. La musique suit un peu ce parcours local et préamplifié au niveau global, quoi. Pour moi, à la limite, les radios, les émetteurs... Minutes, mais oui. Avant de parler justement des lieux, de la façon dont la scène alternative peut se développer, se porte, ça me semble important de savoir si on parle d'un genre musical ou si finalement, musique alternative, ça peut s'appliquer à plein de genres. On a l'habitude de le rapporter au rock, mais pas seulement, hein, Didier. Non, effectivement, je pense que c'est applicable à absolument tous les genres. C'est une classification qu'on trouve dans le hip-hop, dans l'électro, dans le rock. Cette notion d'alternative par rapport à une sorte de monolithe qui serait tout au-dessus du genre, on le retrouve vraiment dans tous les genres de musique. Oui, donc en fait, il y a une scène alternative à chacun des genres musicaux. Pablo, à votre avis? Je pense qu'il n'y a pas une scène alternative, en fait. Il y en a pas plein, une musique alternative. Je pense que c'est vraiment un terme qui gagne à être utilisé au pluriel. Donc pour moi, ce sont les scènes, il y a différentes scènes. Et même si je pense que du panel qu'il y a ici, on s'y connaît peut-être mieux dans le style rock, mais il y a tellement de chapelles en fait différentes pour le seul mot rock, chapelle qui se côtoie ou qui ne se côtoie pas. Donc c'est vraiment c'est immense en fait, tous ces groupes, tous ces artistes qui, pour se développer, passent par des réseaux dont on n'entendrait pas à la télé par exemple ou sur les médias nationaux, etc., mais qui existent pourtant et qui font un très gros travail.
Cette variété, Jonathan? C'est d'ailleurs une des volontés du Festival La Ferme, d'avoir un panel de musique alternative au pluriel, avec des styles bien différents, des styles qui vont flirter du côté du jazz, du côté des musiques électro, du mat rock, du mat rock, post-rock, du folk même, avec Spain. Avec folk exactement, musique urbaine, voilà, on essaie vraiment de montrer que voilà, ça se retrouve dans plein de styles différents, et puis surtout, un truc que j'aurais voulu ajouter aussi, c'est qu'on parle de musique alternative, c'est souvent un terme qui fait vraiment peur, je pense, qui a une image de côté hermétique et difficile. C'est pas très accessible pour le grand public. Voilà, exactement. Et donc c'est un terme qu'on essaie d'éviter d'utiliser, même si dans les faits c'est ça que ça va être. Et c'est aussi un des objectifs de ce festival, c'est de pouvoir montrer qu'il y a plein de musiques alternatives différentes et qu'elles ne sont pas spécialement effrayantes, elles sont assez directes d'accès. Pour la plupart dans vos labels respectifs, vous essayez justement de mettre en valeur cette diversité-là, Benjamin? Moi, je parlerais plutôt de culture alternative à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a la musique alternative, mais elle accompagne aussi une évolution politique et une manière aussi de vivre. On rejoint la question de l'engagement, là. Pour moi, oui, quand même, quelque part. Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais quand même rappeler aussi quelque chose, parce qu'on parle d'alternatif, mais on entend souvent aussi le mot indépendant, mais c'est quoi une major déjà, ou major? Les majors, les gens ne savent pas nécessairement ce que c'est. Une major, c'est simplement une multinationale, c'est-à-dire c'est des groupements de production qui possèdent en même temps le réseau de distribution propre et de diffusion et de production. Qu'un label indépendant alternatif doit passer par des filiales, des groupements, des fédérations, que sais-je, pour arriver au public, quoi. Donc c'est déjà une distinction qu'on pourrait faire qui est purement commerciale, c'est-à-dire que l'alternatif, c'est parce que le circuit est alternatif de distribution, quoi. Mais est-ce que ça rime d'office alternatif avec indépendant, Didier? J'aurais tendance à dire oui intuitivement. Ne fût-ce que parce que parfois le manque de moyens permet des libertés, voire offre des possibilités de prendre des risques qui ne seraient pas disponibles ou pas accessibles à des gens qui ont un business plan à respecter. Je pense que voilà, puisque on parlait des majors, je pense que quand on a un budget, disons, de 100 ou 150 000 euros à lancer sur un projet, il y a un objectif de rentabilité. Quand, comme Black Bassett Records, on commence avec un budget tout au début de 3 000 euros, on se dit, OK, voilà, si on se plante royalement, c'est pas la fin du monde. Et quelque part, c'est une liberté. C'est une liberté de prendre des risques, c'est une liberté de s'aventurer dans des eaux plus difficiles et dans une prise de risque, globalement. Pour que ça parle vraiment au grand public, des groupes comme ça qui seraient connus justement du grand public et qu'on peut taguer justement d'alternatifs? Un nom qui vous vient à l'esprit chacun? Je vais peut-être rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que la question, c'est de se dire, est-ce qu'à partir du moment où un groupe devient connu, est-ce qu'il quitte la sphère alternative? Pour moi, non, pas spécialement. Il y a donc différentes manières d'être alternatif. Il y a une question d'alternatif en termes artistiques, de création artistique. Et pour moi, le meilleur exemple qui est le plus parlant, et qu'on cite tout le temps dans ce genre de débat, c'est Radiohead, qui est un groupe ultra connu, qui marche super bien, et qui quand même, en termes artistiques, apporte beaucoup de choses sur chaque album, parvient à renouveler, à de nouveau casser des codes, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, s'il y a un nom à citer, pour moi, ce serait celui-là qui est le plus parlant. D'accord, Pablo. C'était le nom que j'avais préparé, donc maintenant, il faut en trouver un autre. Donc ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Benjamin aussi, oui? Non, pas spécialement. Moi, j'ai une vision quand même peut-être plus, parce que je suis peut-être un peu plus âgé par rapport dans le rock alternatif. Pour moi, le label type, c'est Discord, par exemple, c'est Fugazi. C'est ce genre de label qui ont créé un réseau, et qui défendent une éthique et une manière de faire une musique. Et aussi, ce sont des gens qui ont compris aussi qu'il n'était pas nécessairement obligatoire de passer par des multinationales pour vivre de leur art, quoi, parce que les fans sont derrière et parce que ça suit comme ça. Voilà, après le style de musique alternative, oui, maintenant c'est devenu un genre, je veux dire, rock alternatif. Je pense que dans les majors, il y a un secteur, un département pour ce type de musique. Mais pour moi, c'est pas ça la musique alternative. En dehors du style, c'est quand même politiquement ce qui se fait derrière et la manière dont c'est fait, quoi. Après que les groupes évoluent aussi dans des structures, après, ça c'est des choix stratégiques. Voilà. Au niveau du Brabant Wallon, il y a peut-être un nom qu'on peut citer, c'est Billions of Comrades. Qui peut nous en toucher un mot?
Je pense pouvoir le faire. Billions of Comets, le premier album, ça a été la toute première sortie du label. Le deuxième album, c'est également fait chez nous. Et voilà, c'est un groupe qui suit son petit bonhomme de chemin, qui se développe à son rythme. Effectivement, il y a pas mal de chemin qui a été parcouru depuis le tout début de l'aventure. Moi, si je devais prendre un exemple de référence alternative en matière de développement, d'éthique et de rester sur une ligne, et c'est un groupe qui est dans l'actualité, qui est néerlandophone, mais c'est Amen-Ra. Amen-Ra, donc groupe de Gand, qui est actif depuis près de 20 ans, qui a, j'ai envie de dire, bouffé du concert à 50 € à l'époque dans des petits rades un peu douteux, et qui, en n'ayant jamais dévié de sa ligne, se permet là pour une release party de faire 2 soirées spéciales archi complètes à l'ancienne Belgique, sur son nom, sur son éthique, sur son esthétique. Et voilà, ce sont des gens qui n'ont jamais fait de concessions, qui ont toujours respecté leur ligne, avec un succès maintenant qui les amène à être reconnus jusqu'aux États-Unis ou en Asie. La scène belge, elle se porte comment, Jonathan? Est-ce que ce serait possible je vous coupe, mais de faire la Ferme Festival avec que des groupes belges? Ah, sans problème, on peut en faire 20, sans problème. Enfin, je pense qu'il y a énormément de groupes, énormément de foyers un peu partout, à Charleroi. Il y a plein de salles qui proposent des concerts et des accompagnements de groupes dans cette veine-là. Donc on peut en citer plein. On a toujours, chaque année au festival, on essaie aussi d'en avoir 2 ou 3. Mais oui, avec des différences de santé, je dirais, entre la Flandre, la Wallonie, Bruxelles. Ça se ressent ou bien elle est assez homogène, même si voilà, ça ne sera pas le cas puisqu'on est dans plein de genres différents? Ça, je suis mal placé pour le dire, parce que nous, l'essentiel des choses qu'on produit, c'est essentiellement du côté francophone, la France aussi, et puis vers l'Angleterre et d'autres pays plutôt anglo-saxons. Je connais mal le marché flamand, sans doute vous connaissez mieux que moi. Est-ce qu'il y a une unité belge, une identité au niveau de la scène alternative? Moi, je pense qu'il y a un esprit de famille quelque part. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où on joue dans un groupe de musique alternative, on va se retrouver plus facilement à aller voir des concerts plus loin, à aller jusqu'en Flandre, à aller même dans d'autres pays. Et voilà, il y a une espèce d'unité qui se crée. Maintenant, je pense que de manière générale, en tout cas c'est l'impression que j'ai, au niveau de la Flandre, il y a quand même une émulation un peu plus grande en termes de musique. Enfin, il y a beaucoup plus de soutien aussi, beaucoup plus de moyens aussi. Et donc, il y a, selon moi, plus de groupes qui ressortent du lot. Mais il y en a vraiment énormément en Wallonie aussi, quoi. Ouais, le soutien, les moyens, c'est toujours aussi un peu compliqué. C'est pour ça notamment qu'œuvre Court Circuit, Pablo. Oui, tout à fait. Et on parlait de comment se portait la scène alternative en Belgique. Ce qui est intéressant, c'est que donc, le concours circuit qui a lieu tous les 2 ans, qui historiquement était appelé concours circuit pop rock, a au fil des années ouvert. Voilà, a laissé tomber le qualificatif pop rock pour même aborder le qualificatif alternatif à cette dernière édition. Et on s'est vraiment rendu compte en fait que ça permet d'ouvrir vraiment à de nombreux genres qui se sont côtoyés donc parmi les 25 groupes qui ont été repris dans ce concours. Il y avait aussi bien du rock psychédélique, du garage, du jazz, du mat rock, de la folk. Et tous ces groupes, en tout cas, y étaient en valeur. Et sans doute que si on avait continué dans l'optique pop-rock, j'ai l'impression que ça aurait pu être plus pauvre qualitativement sur une portion de 25 groupes, par exemple. Donc je pense que effectivement, il y a de très chouettes projets alternatifs en ce moment et il faut les soutenir et les défendre. Didier, Black Bassett Records est né aussi pour apporter un soutien justement à des petits groupes qui manquaient de structure et qui étaient de qualité. C'était l'idée. Je dois dire qu'avant le label, j'ai fait partie d'un collectif qui organisait régulièrement des concerts à Bruxelles dans divers lieux. Ce qui nous a permis de rencontrer énormément de gens, de groupes, de discuter de leur expérience. Et oui, on s'est dit, voilà, si on peut donner un coup de pouce là-dessus, pourquoi pas. Et ça a été le début de l'aventure. Il y a eu, je pense, un front des micro-labels qui s'est constitué pour être un peu plus fort, c'est ça?
Ça arrive, ça arrive. ça va se lancer, oui. Pour fin d'année, oui. Est-ce qu'un label, finalement, c'est encore indispensable à l'heure actuelle? Quand on est dans un groupe comme Reims-Doigt, est-ce qu'on n'a pas finalement suffisamment d'outils en main pour œuvrer tout seul? Bah, disons que œuvrer tout se faire seul, connaître via les réseaux sociaux, etc. je pense que œuvrer tout seul au jour d'aujourd'hui, c'est possible, mais il faut savoir le faire, il faut avoir le temps de le faire, la motivation. Donc un label sera toujours une aide qui est la bienvenue, car plus il y a de monde autour d'un projet, plus c'est bénéfique. Et la collaboration, ça reste ce qui permet d'aller plus loin ensemble. Donc je pense qu'un label est toujours d'actualité en 2017, effectivement. Et avec plus de possibilités de se faire connaître maintenant que quand vous avez commencé, par exemple, Benjamin, c'était plus dur? Je crois que c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Bon, il y a d'autres difficultés. Évidemment, la globalisation noie beaucoup les choses, mais c'est une chance unique, je pense, quand même, pour les labels, les artistes de type alternatif, de pouvoir se faire écouter et connaître au niveau local, mais surtout de pouvoir trouver un public à l'international en ciblant correctement, en connaissant ces outils. C'est parce qu'on est encore dans une vague un peu entre deux mondes, je dirais comme ça. Mais c'est une chance, les outils aussi sont plus facilement accessibles, donc on peut produire de la musique plus facilement aussi. Et je voudrais quand même dire aussi que les labels, en tout cas que nous on représente avec Freakzilla ou dans le cadre du FLIF, ce sont des passionnés, c'est des gens qui sont un peu le 5e membre du groupe généralement. C'est celui qui assiste le groupe dans un tas de choses, et c'est une optique vraiment de pure passion, et il ne faut pas voir ces labels comme parfois les artistes peuvent avoir comme un ennemi ou une confrontation. C'est quelqu'un qui aide en plus, quoi. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je vois vraiment cette optique-là. En tout cas, le monde alternatif de cette musique, c'est souvent un monde, en tout cas, de gens qui sont très motivés et qui font corps avec le groupe, en tout cas au début, quoi. Surtout un label reste aussi un gage de qualité et un prescripteur musical. Donc à partir du moment où quelqu'un fait confiance à, si je prends l'exemple de Teenage Menopause ou Born Bad Records en France, c'est un label qui a réussi à se fonder une identité, et le prochain groupe qui va sortir, les gens vont aller automatiquement voir quel est ce groupe, parce qu'ils font confiance à ce prescripteur. Donc je pense que ce rôle de label est toujours d'actualité, bien plus que jamais, quoi. Au niveau des finances, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut vivre quand on est dans la scène alternative? Est-ce qu'elle est subsidiée aussi? Qui a envie de répondre à ça? Moi, je dirais que c'est quand même pour les labels du do-it-yourself. C'est vraiment de l'investissement. De l'artisanat, finalement. Voilà, c'est vrai qu'on peut lever des fonds avec des précommandes maintenant. On peut arriver à mettre un peu de l'argent dans un pot commun, mais ça reste quand même une économie fragile. Le crowdfunding a changé aussi un peu. Crowdfunding, a changé un peu les choses. Par contre, l'Angleterre en est l'exemple premier, je crois que Didier pourra en parler. Tout ce vivier de micro-labels, de cette musique alternative, crée une vraie économie qui n'est même en Angleterre, qui n'est pas une économie parallèle. C'est vraiment une économie réelle et qui fait partie intégrante de la culture pop rock, quoi. Est-ce que, parce qu'il nous reste assez peu de temps, ça file très vite, l'une des caractéristiques de la musique alternative, c'est pas aussi que les artistes qui sont présents sur cette scène-là multiplient beaucoup les projets? J'ai l'impression que voilà, on essaye de toucher à beaucoup de projets en parallèle. Si on prend l'exemple de Reims-Doigt, vous avez fait un EP, Plint, vous venez de sortir un album, et puis après, voilà, le projet s'arrête, par exemple. Je ne vais pas encore trop parler du futur pour le moment parce qu'il reste incertain. Mais alors, si la question est-ce qu'il y a une volonté de multiplier les projets, sans doute, car pour revenir à ce qu'on disait en début de discussion, c'est avant tout par passion, je pense, l'implication qu'on peut avoir dans ce genre de projets musicaux. Et avec passion vient souvent l'idée de boulimie, de ne pas vouloir s'arrêter et de toujours pouvoir faire quelque chose. Et finalement, je ne fais rien le jeudi soir, comment je vais pouvoir occuper mon jeudi? Donc, de là vient sans doute la volonté de multiplier des projets et de ne pas se fixer un seul projet dans un esprit c'est ça ou c'est rien, quoi. Je pense que la plupart aussi des musiciens, des artistes qui jouent dans des groupes de musique alternative sont comme tu le disais, des boulimiques de musique, vont rechercher pas mal de choses, vont passer plein de temps à écouter, à découvrir, etc. Et donc l'avènement d'Internet a permis d'ailleurs d'avoir beaucoup de sources d'inspiration. Et donc
une fois qu'on a compris plein de codes, qu'on parvient à les dépasser, je pense que ça donne juste plein d'idées et qu'on n'a justement pas envie de se limiter à un projet où on va définir un style, un sous-style, une fusion, et qu'on a envie d'aller tester justement d'autres influences et de s'y essayer, quoi. Voilà, on espère que cette émission aura donné envie au public d'écouter plus de musique alternative et l'occasion idéale pour cela, dans quelques jours, c'est évidemment le festival La Ferme, 18 novembre, à la ferme du Biro de Louvain-la-Neuve, avec encore une belle affiche, hein, Jonathan, très rapidement. Oh, de mémoire, on a And So I Watch You From Afar comme tête d'affiche, qui sont un peu les piliers, un groupe référence de mat-rock, post-rock. On a un côté beaucoup plus pop éthéré avec Anne Hückelberg, une norvégienne. On a plutôt folk avec Barriers, des Anglais. On a Mag, suédois, plutôt noise. Et puis on a une scène belge qui a été programmée par Mauro Pavlovski, qui est le guitariste l'ancien guitariste de Deus, avec lui qui jouera, Nordman qui est plutôt dans les sphères jazzy, et Phoenician Drive qui est plutôt dans un krautrock oriental, voilà, psyché krautrock oriental. Voilà, on est arrivé au bout de cette émission. Merci infiniment à tous d'avoir été présents. On va se quitter avec une prestation inédite de Mermonte qui était à l'affiche l'an dernier au festival La Ferme. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission, notamment Jérémy Jussy et Pierre-Jean Pirotte, Jeroen Pace et tous les autres. Merci aussi de nous avoir suivis. Stand on and share.